Hello! J'ai pratiqué presque 10 ans de suivi de femme enceinte et de nourrisson en consultation et je viens d'accueillir mon troisième enfant. Il va bientôt avoir 4 mois et donc va se poser la question de la diversification. Et la petite révolution dans le domaine, il y a beaucoup de choses qui ont complètement changé. Les carnets de santé et certains centres de santé ne sont pas forcément à jour parce que c'est très récent, mais maintenant on peut quasiment tout introduire dès l'âge de 4 mois. Les légumes, les fruits, les céréales, les viandes rouges, les viandes blanches, les œufs, les légumineuses, les épices, le gluten, les pâtes, etc. etc. Et donc oui, pour ceux qui savaient comment ça se passait avant, ça n'a plus rien à voir. Après, c'est pas n'importe comment non plus, hein. Faut toujours de toute façon en parler avec votre médecin avant de commencer. Ici, on va voir comment concrètement faire. Vous verrez, je vais vous partager des fiches, des menus types, etc. Et maintenant, vous allez le voir, le maître mot, c'est de privilégier la qualité, la diversité à des quantités prédéfinies. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo ? C'est parce que me repencher sur tout ça, ça m'a rappelé que les parents adoraient avoir des fiches que je leur distribuais au cours des consultations. Si bien qu'une fois, je les ai effacées par inadvertance. Donc ça a beaucoup manqué à moi, aux parents, jusqu'à ce qu'une maman qui j'avais suivi le grand revienne un peu de temps après avec ses fiches. Et là, j'étais très contente, j'ai pu de nouveau les repartager. Alors cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je vais la découper en plusieurs parties. D'abord, on va définir, comme très souvent, des principes généraux pour vous aider à bien comprendre. Ensuite, on va aborder les menus type de 4 à 6 mois, de 6 à 9, de 9 à 12 et après 12 mois. Donc pour être sûr de ne pas louper les vidéos qui vont suivre, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, ça fait plaisir, ça nous encourage à continuer quand on voit que ça plaît. On voit ça ensemble tout de suite. Donc, les concepts que nous, on a appris en pédiatrie et que je vais vous partager pour que vous puissiez adapter tout ça à votre sauce, à vos envies, à celles de bébé, à vos habitudes, etc. Alors, tout d'abord, la diversification, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'introduction d'aliments autres que le lait. En général, on va pouvoir la commencer à partir de 4 mois, pas avant parce que le transit n'est pas mature, et ça va être conseillé de ne pas la débuter après 6 mois, pour des raisons nutritionnelles. Alors, il y a une reco qu'on voit beaucoup tourner, ça va être le fait de ne commencer la diversification chez les bébés allaités qu'à partir de 6 mois. En fait, ça c'est une recommandation très ancienne de l'OMS qui préconisait ça surtout pour les pays où les conditions sanitaires ne sont pas optimales. C'est donc pour éviter que des tout petits bébés puissent recevoir des aliments contaminés par des microbes, comme ça peut être le cas dans pas mal de régions du monde. Mais si votre région n'est pas concernée par ce genre de choses, il est bien évident que vous pouvez commencer la diversification dès 4 mois. Si bébé le souhaite, si vous le souhaitez, et même si vous allaitez. Ensuite, un autre principe important, le lait reste un élément essentiel dans l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Et donc ce qui va découler de ça, c'est qu'il va être fortement recommandé de continuer le lait de croissance jusqu'à 3 ans. Je le dis parce qu'on constate que c'est souvent arrêté trop tôt. À défaut, si on est en voyage par exemple ou dans des circonstances un peu exceptionnelles, on peut éventuellement utiliser du lait entier, mais c'est pas vraiment ce qui va être le mieux adapté. Que voilà, ça va être un lait qui va être plus salé par exemple, ça va être un lait qui va contenir plus de mauvaise graisse. Il pourrait y avoir des risques de carence en fer également. Donc voilà, privilégiez le lait de croissance jusqu'à 3 ans. Et je vous dis ça aussi parce que pour ma première, j'ai arrêté trop tôt parce que j'ai été confrontée au fameux argument d'autorité. Donc mes deux premières sont très rapprochées, elles ont 18 mois d'écart. Et j'ai repris le travail très tôt pour ma deuxième, devait avoir 2 mois et demi. Et donc ma grande avait un peu plus de 20 mois. Et donc j'arrive et au bout d'un certain temps, ma nounou qui gardait les deux me sort « Inès est trop grande pour continuer à prendre le biberon », avec un air « c'est comme ça, pas le choix ». Et donc je me suis mise à douter, pourtant je le savais déjà, mais bon, dans ces situations-là. C'est justement ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Tu sais un truc, mais comme la personne en face, elle a 20 ans d'expérience, de façon inconsciente, je dis ok. Et après quelques temps, je me dis ça me paraît quand même bizarre, je refais toute la biblio et puis en fait je me rends compte que pas du tout. Donc j'étais un peu dégoûtée, j'avoue. Donc le lait de croissance jusqu'à 3 ans, il y a des bouteilles déjà reconstituées si vous trouvez ça plus pratique que la poudre. De tout ça, ça va être intéressant de se dire qu'il faut toujours remettre en question tout ce qu'on peut vous dire, de vérifier, d'avoir plusieurs sources, même si c'est un professionnel de la question qui vous le dit. Voilà, j'en parle par exemple dans la vidéo sur les sièges auto. Voilà, tout le monde, et même moi ce que je peux vous dire. Si vous voulez des ressources de qualité sur ces sujets-là, un peu comme le site Sécurange pour tout ce qui va concerner les sièges auto. Je peux vous recommander le site mangerbouger.fr. D'ailleurs, je vais vous partager une fiche qui propose, qui est extrêmement bien faite. Et le site Mpédia aussi, qui est très intéressant.
Je pense aussi au site Les 1000 premiers jours, qui est très bien fait. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à partager vos ressources de qualité. Autre chose qui vont découler de tout ceci, ces vidéos vont se baser sur ce qui est la référence en ce moment, c'est-à-dire la diversification dite classique, à l'opposition de la DME, donc de la diversification menée par l'enfant. L'idée dans ce type de diversification, c'est de lui faire introduire par lui-même des aliments solides plus précocement de ce qui est proposé habituellement et souvent sans l'étape purée, même s'il y a différentes définitions. Bon, en tout cas, qui gère et qui prenne lui-même. Le but étant que tout ceci lui soit agréable, qu'il soit autonome, qu'on ne le force pas pour qu'il ait une relation saine avec la nourriture. Donc en général, pour l'instant, à l'heure actuelle, en tant que professionnel de santé, on n'a pas encore assez d'éléments d'études assez nombreux et de qualité pour que je puisse vous la recommander dans sa version la plus complète, on va dire. Même si personnellement, je trouve ce concept extrêmement intéressant. Donc déjà, à voir, il faudra voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, pour tous ces sujets-là, on se doit de baser nos recommandations sur des études menées très grande échelle, avec des nombreux patients, avec des critères pour qu'on puisse considérer les résultats comme fiables. Et donc pour l'instant, encore une fois je dis bien pour l'instant, ça peut changer comme tout en médecine. Les sociétés savantes comme la NHS en Angleterre n'ont pas tendance à la recommander. Ils vont citer des risques de carence énergétique, de carence en fer, en oligo-éléments, ou un risque théorique d'accident de fausse route. Pourquoi? Parce que ce qui ressort pour considérer que les conditions sont OK, c'est qu'il faut avoir un assez haut niveau de connaissance en nutrition. Connaître que pour telle quantité d'aliments, ça rapporte telle quantité de nutriments, de fer, etc. Que ça va correspondre aux besoins de bébé. Bref, des connaissances très très pointues en nutrition. Faire attention à la taille de l'aliment qu'on va proposer à bébé pour réduire un maximum le risque d'inhalation. La texture, etc. Et donc, pour la population générale, ils préfèrent pour l'instant préconiser des choses claires et facilement applicables. Par exemple, une purée de plus ou moins telle quantité qui va contenir des légumes, des protéines, de l'huile végétale, etc. Pour que ce soit correct nutritionnellement parlant. Voilà, les nouvelles recommandations, ce qui ressort, c'est que l'apport d'huile végétale est extrêmement important pour, par exemple, le développement du cerveau. Donc voilà, pour les gens qui appliquent la DME, il faut aussi avoir ce genre de connaissances-là. Après, ce que je fais personnellement, parce que comme je vous l'ai dit, je trouvais certaines notions qu'on peut retrouver dans la DME très intéressantes, c'est de faire un peu un mix. Alors c'est ce que moi j'applique personnellement. Je vous invite à vraiment vous référer à ce que va dire le pédiatre qui suit l'enfant. Mais si bébé tient bien assis de façon stable, c'est vraiment une condition très 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 importante. Et donc c'est pas le début, mais c'est vraiment plutôt vers 7-8 mois, en fonction des bébés. Je trouve intéressant de lui proposer le plus souvent possible des morceaux un peu fondants, de la taille de son poing environ. Ça va être vraiment important que ce soit pas trop petit, qui gère lui-même tout en restant à côté, en étant vigilant bien sûr. Et le plus possible un fruit coupé plutôt que compote par exemple. Mais en fait en appliquant ça on tend vers la diversification classique. Donc voilà, moi je vois ça comme quelque chose un peu mix en faisant attention de ne pas proposer des morceaux dans une purée parce que ça va vraiment perturber bébé. Autre principe qui a évolué avec les années, avant on disait de toujours proposer le même légume ou le même fruit sur par exemple 3 jours de suite, car si bébé fait une réaction, qu'on sache à quoi elle est due. Donc maintenant, c'est plus du tout ça qui va être préconisé, ça va être vraiment le contraire, de varier chaque légume à chaque repas. Et donc l'intérêt, ça va être de diminuer le risque que bébé les refuse plus tard, de lui proposer un maximum de choses, le plus tôt possible. Et aussi, les études montrent que ça diminuerait le risque d'intolérance à ces aliments plus tard. Par exemple, typiquement, introduire le gluten le plus tôt possible permettrait de diminuer les risques d'intolérance au gluten. Et donc la nouveauté, pour ceux qui avaient la notion qu'on l'introduisait à partir de 6 mois, maintenant ça peut complètement être possible à partir de 4. Et donc vous me direz, ok pour varier les légumes tous les jours, mais concrètement comment on fait pour pas gaspiller? Et donc le grand conseil classique, c'est de préparer les purées à l'avance et de les congeler sous forme de cubes dans des bacs à glaçons. On utilise des bacs à glaçons avec des couvercles pour permettre de les superposer dans le congélo et de les décongeler en fonction de l'appétit de bébé. Et donc la question logique, combien de temps conserver tout ça? Si c'est une purée qui est constituée uniquement de légumes, ça va être 48 heures au frigo et 6 mois au congélo. Et si c'est une purée qui contient de la viande, c'est vraiment max 24 heures au frigo et 2 mois au congélo. Le but, c'est vraiment de lutter contre la prolifération bactérienne. On a un petit enfant qui est vraiment fragile sur ce plan-là. Il faut faire très très attention, notamment la fameuse listériose dont vous avez sûrement entendu parler pendant votre grossesse. Mais au-delà de ça, je fais un petit aparté parce que ça, je trouve que c'est peu souvent abordé par les professionnels de santé, c'est de faire attention à tout ce qui est viande pas assez cuite ou crue. Pareil pour les poissons,
pareil pour les œufs et pareil pour les fromages. Donc, par exemple, pour les risques liés à Escherichia coli, il y a encore eu des cas récemment, ce qu'on appelle la fameuse maladie du hamburger, si vous avez déjà entendu le terme. C'est intéressant d'en parler parce que dans notre quotidien, je trouve que c'est pas hyper connu. Par exemple, au restaurant, les gens qui servent des steaks pas forcément bien cuits aux enfants. Les 2 exemples typiques, mousse au chocolat par exemple, ça contient des œufs crus. Pareil pour la mayonnaise maison, qui peut contenir également des œufs crus. Pareil pour les sushis. Donc pour tout ce qui est poisson cru, ça va être jusqu'à 5 ans, on va dire. Après, pour tout le reste, fromage au lait cru, viande et œufs, on préfère vraiment attendre 10 ans. Pareil pour le saumon fumé, c'est pas bon. C'est pas cuit suffisamment. Et même si on a congelé, hein, ça n'enlève pas le risque. Et donc comme vous le savez déjà, j'aime bien montrer le matériel que j'ai prévu d'utiliser pour préparer cette étape. Donc les bacs à glaçons, on vient d'en parler. Les petits pots, on a commandé des basiques, hein, mais en verre, on préfère, comme on en avait parlé dans la vidéo sur les pipons. C'est toujours plus sûr. Enfin, on a pris des couverts classiques, petites gourdes, que là on va introduire l'eau au moment des repas. Concernant les assiettes, on a 2 grandes filles qui ont été facétieuses, donc une recommandation classique, c'est de prévoir des assiettes qui se ventousent. Très pratique, et celles qui vont être compartimentées, j'aime bien aussi. Le bavoir, pour récupérer les pertes. J'ai une copine, je regarde en haut parce que c'est juste au-dessus, mais qui m'a offert un super truc pour les repas. Alors c'est ça, on l'a pas encore ouvert, mais bébé peut avoir facilement tendance à s'impatienter le temps qu'on prépare le repas. Et ça, en fait, ça se ventouse comme les assiettes sur le plan de la chaise haute. Je sais pas du tout comment on prononce, ça marque app ou ape. Elle est médecin aussi, elle a 2 enfants, donc petit retour d'expérience. Pour la chaise haute, on n'en a pas encore. On a un espace séjour salle à manger qui est assez restreint, donc j'ai pas déjà envie de m'encombrer avec encore quelque chose en plus pour bébé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on évite de placer bébé dans une position qui n'est pas capable de tenir par lui-même. Donc en théorie, avant 8 mois environ, 7-8 mois, on n'a pas besoin. Mais pour répondre à cette question, certains industriels ont prévu un dispositif constitué d'un transat qui se fixe sur une chaise haute. Donc effectivement, c'est très pratique. Mais personnellement, je dis vraiment personnellement parce que vraiment chacun fait comme il veut, moi ça m'embête de devoir acheter encore un équipement supplémentaire pour 2 mois, 3 max d'utilisation. Je trouve qu'on achète déjà suffisamment de choses. Donc pendant cet intervalle, on utilisera nos bras ou tout simplement le transat qu'il a déjà. Et ce qu'on avait fait pour les grandes, et ça avait fait très bien les faire. En revanche, le système de chaise haute évolutive, je vous afficherai à l'écran celle qu'on aimerait bien commander, qu'elles servent jusqu'à beaucoup plus tard en tant que chaise classique. Donc après tous ces principes généraux et le matériel, je me rends compte que ça fait déjà plus d'une demi-heure que je tourne. Donc je poursuivrai dans une deuxième vidéo tout ce qui va être les menus types, la diversification qu'on peut donc commencer à partir de 4 mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.